La dernière fois qu'on était venu, on avait parlé du Moyen-Orient. Là, depuis 2 ans, mes travaux portent plus spécifiquement sur le djihadisme et avec un accent particulier sur la question de l'idéologie. Alors bon, là, on passe sur un autre terrain, enfin qui n'est pas déconnecté évidemment de ce qui se passe au Moyen-Orient, loin de là. Mais pour vous donner donc la chronologie de mes recherches, j'ai travaillé et je continue en partie à travailler sur le Moyen-Orient, notamment sur l'Irak. J'ai fait ma thèse de doctorat sur l'Irak. Et depuis 2 ans, donc notamment après les attentats de 2015, j'ai réorienté en partie mes recherches sur la question du djihadisme. Bon, alors on a entendu beaucoup de choses. Peut-être une question rapide. Qui est familier avec ce qui s'écrit aujourd'hui sur le djihadisme, qui a lu des ouvrages? Est-ce que vous suivez? Oui, j'imagine. Bon, vous avez tous entendu parler au moins, évidemment, de l'État islamique, des mouvances djihadistes, lire un peu la presse pour s'informer des débats. Alors, ce qui est évident, c'est que depuis 2015 et depuis les attentats, tout d'abord les attentats de janvier, qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo et ensuite un supermarché juif, donc Hyper Cacher des Vincennes, on a eu un nouveau débat en France parce qu'on était finalement touché désormais au premier plan par cette violence qui reste statistiquement concentrée tout de même dans les pays musulmans. Et là, pour la première fois, enfin, ça avait été précédé par la tuerie de Mera, mais on va dire qu'on pensait que les choses s'étaient calmées et en réalité, en 2015, en janvier, on a cette première vague d'attentats qui va être suivie évidemment par le 13 novembre et le massacre du Bataclan et donc les autres attentats qui vont se produire dans la foulée. Donc 2015 est une année charnière et surtout ce qui va se passer, c'est qu'on va être appelés, les chercheurs en France, à se mobiliser pour discuter du djihadisme, faire un bilan des recherches sur la question et éclairer le gouvernement à l'époque qui a en fait demandé, surtout après le 13 novembre, aux chercheurs français de se mobiliser pour comprendre ce qui nous arrivait. Donc à la fois les parcours des combattants, enfin des gens des jeunes notamment, qui avaient choisi de rejoindre l'État islamique et d'autres groupes djihadistes en Syrie et en Irak. Pour information, ça a commencé bien avant 2015, ça a commencé en fait au moment de la crise syrienne, à partir de 2011-2012, on a déjà des Français qui ont fait le voyage pour aller faire le djihad au sein de ces mouvements. Mais évidemment, c'est devenu visible en France avec les attentats de 2015. Donc, certains chercheurs vont s'intéresser en fait à ces profils, quelles sont les biographies, quelles sont les trajectoires, quels sont les antécédents, qui sont les djihadistes, autrement dit. D'autres recherches, comme je l'ai précisé, portent en fait plus sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Comment penser ce qui nous arrive en comprenant ce qui se passe là-bas. Donc évidemment, là c'est toute la recherche sur le Moyen-Orient, la Syrie, l'Irak, la Libye aussi, d'autres crises qui vont alimenter cette violence. Et pour ma part, j'ai choisi, en fait, j'ai fait un bilan de la littérature, je me suis dit comment je peux contribuer positivement au débat, enfin qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, parce que l'idée c'était pas de faire ce que mes collègues faisaient. Et j'ai donc décidé de travailler sur l'idéologie, parce qu'il me semblait que le discours qui était porté par ces mouvements, donc cette idéologie, je vais en parler dans un instant, eh bien elle méritait qu'on s'y intéresse, parce qu'après tout, c'est au contact d'un certain message, d'une certaine vision du monde, qu'un certain nombre d'individus qui avaient sans doute leurs failles, leurs convictions propres avant d'être exposés à l'État islamique, mais il y a eu un discours qui a été articulé, qui les a happés, qui les a absorbés, et qui a fait qu'un certain nombre, soit au Moyen-Orient, soit en France, ont décidé de commettre des attentats en étant convaincus finalement par le message qui était soit le leur en partie, soit qu'ils avaient capté donc, depuis les contenus de propagande de l'État islamique. Donc cet ouvrage, c'est un des 2 que j'ai publié ces dernières années, porte spécifiquement sur le discours de l'État islamique. Qu'est-ce que nous dit le discours de l'État islamique et comment peut-on le comprendre? Donc, ce sera la première partie de mon propos ce soir. Qu'est-ce que l'idéologie djihadiste et pourquoi cette dernière attire-t-elle? Alors, donc comme je l'ai dit, il y a eu une chronologie, un contexte qui a fait que les chercheurs ont été mobilisés, mais au-delà,
Moi, ce qui m'a frappé, alors évidemment, comme tout le monde, j'étais très traumatisée par les attentats de janvier 2015, mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en février, donc quelques semaines après, il y a une publication, donc à l'époque, la publication qui était celle de l'État islamique, c'était Dabir. Ils ont eu, je vais vous le montrer dans un instant, plusieurs magazines. Ils éditent en plusieurs langues, mais la revue à l'époque essentielle, c'était Dabir, qui est une ville en fait en Syrie, enfin une ville, un petit village en Syrie, où, selon les djihadistes, l'apocalypse aura lieu. La fin du monde, la fin des temps va se jouer. Donc c'est le nom qu'ils ont donné à leur revue, parce qu'ils sont convaincus, de toute façon, ils ont une vision très millénariste de leur combat, que le djihad, l'ultime finalité, c'est la fin des temps, c'est la grande bataille, la grande confrontation avec leurs ennemis, leurs adversaires, notamment évidemment les armées occidentales. Alors dans le numéro qui est paru donc, après les attentats de Charlie et de l'Hypercacher, à Vincennes, je vous rappelle que c'est les frères Kouachi dans le cas de la rédaction, de l'attentat qui va frapper la rédaction Charlie Hebdo, et à l'Hypercacher de Vincennes, c'est Amédi Koulibaly. Et donc dans la foulée, quelques semaines après, l'État islamique va revendiquer ces attaques et surtout publier un essai dans cette revue qu'ils intitulent « L'extinction de la zone grise ». Alors ça, c'est à mon avis un essai, bon, on a beaucoup parlé à l'époque, mais qui en fait est central pour comprendre justement cette idéologie que porte ce groupe, et qui continue de faire des émules, qui continue de recruter, quand même j'insiste sur cet aspect. Ils ont perdu un certain nombre de territoires au Moyen-Orient, mais en fait ils continuent toujours de propager leur propagande, d'attirer des jeunes dans leur rang. Il y a toujours des départs en fait dans le Moyen-Orient, au-delà de ce qu'on entend, c'est pas fini. Et donc, en tout cas dans cet essai, qui est dans le 7e numéro de Dabir, ils vont exposer l'idée suivante. Ils parlent, par extinction de la zone grise, ils indiquent, ils évoquent l'idée d'une mort, en fait, lente, mais inéluctable, de l'espace de coexistence entre, d'un côté, les musulmans, ou ceux qui considèrent du reste comme des musulmans, parce que je vais y revenir, tous les musulmans à leurs yeux ne sont pas des vrais musulmans, mais en tout cas, pour eux, il y a une extinction de cette zone grise qui rassemble des musulmans et des non-musulmans, qui doit s'éteindre, qui va disparaître, et qui, chronologiquement, historiquement, a débuté avec les attentats du 11 septembre. Donc à partir du moment où les attentats du 11 septembre qu'ils qualifient d'opération bénie, ça c'est Ben Laden à l'époque qui qualifiera l'attentat d'opération bénie, pour les djihadistes, pour les partisans du djihad global, il y a une confrontation très binaire, les musulmans et le reste du monde. Donc voilà comment le combat est conçu. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est les musulmans et le reste. Donc ils vont plus loin dans la démonstration en parlant de deux camps, le camp de l'islam et le camp de la mécréance, le camp des infidèles, le camp des musulmans, de tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne se sont pas soumis à l'islam. Et en l'occurrence, ils font évidemment, ils désignent notamment, pas exclusivement, mais au premier plan, l'Amérique, l'Occident, et tous ceux qui sont notamment mobilisés contre eux au plan militaire. Parce qu'ils se sont, je vous rappelle, le début de l'intervention de la coalition occidentale contre l'État islamique en Irak et en Syrie, c'est août 2014, après l'assassinat des deux journalistes américains. Il y a les deux journalistes James Foley et Steven Sutcliffe qui sont décapités dans le désert irakien par un djihadiste britannique. Et donc, à partir de ce moment-là, la décision est prise au niveau de l'administration Obama d'intervenir militairement contre l'État islamique, alors qu'Obama, au départ, était plutôt réticent. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de troisième voie, il n'y a pas de juste milieu. L'idée, c'est vraiment qu'on a d'un côté l'islam et de l'autre l'apostasie, enfin en tout cas la mécréance et l'apostasie. Alors l'apostasie, ça fait référence ici aux musulmans qui ne rejoignent pas l'État islamique. En refusant de rejoindre l'État islamique, ils sont qualifiés d'apostats. L'apostat, c'est celui qui a abandonné sa religion, donc le musulman qui a abandonné l'islam. Donc en gros, tous les musulmans qui, en France notamment, refusent de rejoindre l'État islamique, de faire allégeance, sont des apostats.
Alors l'apostasie c'est très grave, parce que déclarer un musulman apostat en islam, c'est aussi rendre licite son meurtre, son exécution. À partir du moment où il est apostat, son meurtre est licite. Alors, une chose importante, il y a en fait, quand il parle de zone grise, la zone grise, ils subvertissent, ils empruntent, mais ils subvertissent une notion qui avait été développée par Primo Levi dans sa description, donc qui était un rescapé de l'Holocauste, et qui avait développé dans sa description de l'univers concentrationnaire nazi, qui faisait référence au fait à cet espace entre ceux qu'il appelait les maîtres et les esclaves dans les camps de concentration. Et pour lui, la zone grise, finalement, c'était l'espace où les contours étaient mal définis, où on sentait encore que subsistait dans l'horreur un peu d'humanité. Bon, enfin, après, ça, c'était particulier à son expérience. Mais là, si vous voulez, ils prennent ce concept du livre de Primo Levi, mais ils le détournent totalement de son sens. Mais je le cite juste au passage, parce que c'est quand même intéressant la manière dont il détourne le sens. En même temps, la notion de maître esclave, elle est là dans le discours d'État islamique. Donc en quelque sorte, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils prennent une référence en fait qui appartient à un livre écrit par un rescapé de l'Holocauste qui parle des nazis comme des maîtres et des autres comme des esclaves dans l'univers des camps de concentration. Alors c'est très pervers quand même parce que repris par l'État islamique, ils se mettent clairement dans le rôle des maîtres. Donc finalement ils acceptent en quelque sorte, moi j'ai toujours considéré qu'ils acceptaient leur part de nazisme en quelque sorte. D'ailleurs c'est un mouvement totalitaire comme d'autres, hein, quand on voit des atrocités qu'ils ont commises, etc. On retrouve aujourd'hui des charniers, on a des experts des génocides qui partent en Irak, en Syrie, qui retrouvent des charniers partout, qui ont commis un génocide, notamment contre les Yézidis. Donc c'était pas étonnant, même si c'est effectivement très pervers, évidemment, de leur part. Mais revenons à l'essai, donc en 2015, ils disent quoi? Ils disent, bon, alors donc cette zone trouble, cette zone grise, c'est fini, elle a disparu. En l'occurrence, ici, ils font référence à nos sociétés d'ouverture, de pluralité, les sociétés plurielles, multiculturelles, multiconfessionnelles. L'idée, c'est de tout détruire. C'est leur conception de l'islam, leur conception de la société, leur conception de la politique. C'est pour ça que je dis que c'est un mouvement totalitaire qui, en fait, emprunte beaucoup au totalitarisme qu'on a connu au XXe siècle, qu'il s'agisse du fascisme, du nazisme ou même en partie de ce qu'on a connu en URSS. Tout ce qui n'est pas eux doit être éliminé. Donc notre société telle que la France s'est bâtie au cours des dernières décennies, notamment dans l'époque post-coloniale, donc une France diverse, une France qui repose sur une citoyenneté partagée, mais sur évidemment, oui, un agrégat de population, de citoyens aux origines très différentes, tout ça c'est rejeté. Donc on est complètement dans une logique manichéenne, le bien, le mal. Autre chose intéressante, il y a une référence directe aussi dans cet essai à la guerre contre la terreur qui a été lancée en 2001 par George Bush, qui avait dit à l'époque, je vous rappelle la déclaration de George Bush quand il lance la guerre contre le terrorisme en 2001, il va déclarer la chose suivante: vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. Donc il n'y a pas d'entre-deux, vous êtes avec nous ou vous êtes avec les terroristes. L'État islamique va reprendre la même phrase, la même sentence, sauf que les terroristes ici, c'est nous, c'est tous ceux qui sont contre nous. Donc ils font complètement écho, miroir à aussi ce qu'on a entendu du côté américain, qui était très manichéen aussi à l'époque. Il faut bien dire que la réponse américaine aux attentats du 11 septembre a été très manichéenne elle-même. C'était tout le monde dans le même sac, le monde entier nous en veut, on a connu la suite, les guerres d'Afghanistan, d'Irak, enfin des interventions militaires qui ont été catastrophiques. Donc là, l'État islamique procède de la même manière. Alors une chose importante, ce manichéisme, ce vous contre nous, eux contre nous, bien contre mal, enfin je vais revenir dans le détail, ce manichéisme, c'est l'essence de l'idéologie de l'État islamique.
Mais c'est aussi ce qui va attirer, à mon avis, et ce qui a attiré, ce qui continuera d'attirer beaucoup du monde, c'est que c'est un message extrêmement simple. Quand on pose la question pourquoi le message d'État islamique parle autant aux jeunes, parce que c'est un message simple et qui semble clair, qui semble limpide, qui repose sur des catégories binaires, des dualités grossières, le bien, le mal notamment, l'islam, la mécréance, les gagnants, les vaincus, etc. Donc à travers ce discours très structuré mais très binaire, il y a aussi la projection de ce que j'appelle une identité solide. C'est-à-dire que si vous voulez, pour dire les choses autrement, des musulmans, des jeunes musulmans qui pour X ou Y raison, ou même des non-musulmans, parce que certains se sont convertis en 48 heures pour rejoindre l'État islamique, mais chez des jeunes musulmans qui peut-être étaient en crise, qui se sentaient vulnérables dans leur identité, ou qui avaient des failles, ou qui... peu importe ce qu'ils avaient expérimenté, je dirais, au plan personnel, cette promesse d'une identité solide, vous saurez enfin les vrais musulmans, vous aurez l'identité supérieure. Là, vous avez été discriminé, humilié en France ou autre, ce type de discours qu'on entend, nous vous offrirons une identité solide, puissante, supérieure. Donc l'idée aussi de supériorité. Vous serez des musulmans supérieurs là où dans les sociétés multiculturelles, vous êtes des musulmans inférieurs. Bon, ça c'est un discours, par exemple, qui va parler au premier plan à beaucoup de ceux qui ont rejoint l'État islamique, qui pensaient vraiment conjurer ces démons qui étaient les leurs, enfin c'est cette conviction qui n'était pas à leur place, mais qui va aussi avoir pour corollaire la déshumanisation de l'autre, l'insensibilisation. L'idée vraiment qu'à partir du moment où ils adhèrent à ce discours, à cette idéologie, quand on pense qu'on est soit supérieur, qu'on a coupé avec l'autre, qu'on a changé d'identité en quelque sorte, eh bien c'est le début d'un processus de mise à distance de l'autre, de déshumanisation, d'où aussi le fait qu'ils ont été capables, à mon avis, si on veut expliquer la violence, les atrocités dont ils se sont rendus coupables, à partir du moment où l'autre n'est plus un être humain, tout est permis, je dirais, en tout cas tout est possible. Mais ça, ce n'est pas des logiques qui sont propres à l'État islamique, comme je l'ai dit, j'ai parlé des totalitarismes. Pour regarder la violence ailleurs dans le monde, les violences de masse, ça part toujours d'un principe de déshumanisation de l'autre. L'autre perdant son humanité, il n'y a plus finalement grand-chose en termes de respect de la dignité de quoi que ce soit. Donc voilà pourquoi la zone grise, elle est au cœur de l'idéologie djihadiste, au cœur du récit, et sa destruction, c'est ce qui porte cette utopie révolutionnaire en fait, qu'ils ont proposée à leurs sympathisants. Donc, comme je l'ai dit, plusieurs choses moi, qui me semblaient assez claires entre 2015 et 2016. Ce livre a été publié en 2017. J'ai quand même fait 2 ans de recherche, de travail sur ces contenus. C'est qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été publiées, qui étaient connues. On avait les identités de plus en plus des militants. On avait beaucoup d'informations qui commençaient à sortir des territoires connus par l'État islamique au Moyen-Orient. Il y a eu énormément de journalistes qui ont fait des reportages. On a eu énormément de choses après la fin de Raqqa et Mossoul. Évidemment, tout d'un coup, on avait un tas d'informations qu'on n'avait pas auparavant. Mais encore une fois, je n'avais pas l'impression qu'on avait fait vraiment le travail sur le discours. Parce que comme je l'ai dit, quand on a demandé, après la chute de Mossoul, est-ce que c'est fini? Je dis non, c'est pas fini. Pourquoi ce serait fini alors que ça a commencé bien avant l'État islamique? Et le djihadisme est né dans les années 50-60 dans les geôles égyptiennes, à l'époque. Dans les prisons de Nasser en Égypte. Donc pourquoi de toute façon espérer qu'une idéologie, encore une fois une vision du monde qui est née dans les années 50-60 va disparaître avec la fin d'un groupe qui s'en réclame mais qui n'est pas celui qui l'a mise au monde? De la même manière, en parlant du nazisme, qui est encore des nazis à travers le monde, cet état d'esprit, cette vision du monde, cette idéologie, ou d'autres idéologies comme j'ai dit totalitaires, racistes ou autres, l'esprit il est là, si vous voulez. Après, il s'incarne dans un groupe donné, mais
l'idée, elle n'est pas morte. Hein. On peut mettre un tapis de bombe sur des personnes, mais vous ne tuez pas une idée avec une bombe. Voilà, donc pourquoi je me suis intéressée à ça? Parce qu'il y avait un vide dans la littérature, mais aussi surtout parce que quand on me demandait au niveau des autorités françaises, que ce soit les préfectures, les ministères ou d'autres interlocuteurs, comment fait-on pour lutter contre la radicalisation, j'ai toujours dit qu'il fallait faire un travail sur le discours, sur cette vision du monde, d'ailleurs y compris dans les collèges et les lycées, parce que je vous dis ça, j'ai des étudiants moi-même et j'ai été beaucoup approchée par des enseignants en collège et lycée qui étaient démunis, qui venaient me demander il faut absolument qu'il y ait un cours sur le djihadisme, que nos étudiants comprennent, parce qu'on a des cas de radicalisation dans les écoles, des ados, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur répond? Je pense que ça passe par l'éducation. Une partie du combat, c'est l'éducation, c'est la sensibilisation. C'est pas tant opposer un contre-discours, c'est montrer en quoi le discours qu'ils ont offert est un discours trompeur, menteur, un discours qui a promis beaucoup de choses finalement, et puis quand ils se sont retrouvés sur le terrain en Irak ou en Syrie, il y a beaucoup de jeunes qui ont dit mais c'est pas du tout ce qu'on attendait, on nous avait promis le paradis, on nous avait promis le califat, on nous avait promis l'islam, on nous avait promis d'être des êtres supérieurs, on nous avait promis d'être des musulmans, les vrais, les seuls, et puis finalement on s'est retrouvés au milieu d'un cauchemar. Enfin, il y en a beaucoup qui le disent. La preuve donc qu'on est simplement sur une promesse vide. Comme je l'ai dit, le cœur de ce récit, de cette idéologie, c'est la polarisation extrême, la pensée binaire. Et surtout, ce qu'il faut dire quand même, c'est que la pensée binaire, ces catégories très manichéennes sur le monde, elles sont propres, à mon avis, à ce qu'on appelle aussi l'hypermodernité. Alors, je vais m'expliquer parce que c'est un peu complexe. Depuis les années 90, avec tout le processus de globalisation, la globalisation, c'est pas seulement la mobilité des hommes, des capitaux, des marchandises, le tourisme internationalisé, etc. C'est Internet, évidemment, les nouvelles technologies, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En même temps, pour vous, ça ne vous frappe pas parce que vous êtes des enfants de cette globalisation. Mais cette globalisation a quand même aussi beaucoup bouleversé les identités. Alors que les gens ne se déplaçaient pas avant, ou se déplaçaient moins avec des identités, je dirais, plus fixes. Aujourd'hui, les individus qui évoluent dans ce monde globalisé ont des identités très plurielles, très liquides. Donc vous êtes à la fois, vous pouvez être à la fois, je dirais, tout et rien, en fonction de ce que vous choisissez. Vous pouvez choisir votre univers de sens, vous pouvez en changer, tout est permis, je dirais. Alors c'est très bien, c'est fascinant, on a souvent entendu dans les années 90 la transformation de l'humanité, Internet va bouleverser l'humanité, en bien et en mal, hein, parce qu'évidemment le mal, le problème c'est que ça a mis à l'épreuve beaucoup de convictions, ça a mis à l'épreuve beaucoup de, comme je l'ai dit, d'identités, de trajectoires individuelles. Donc en partie, cette recherche d'une identité forte, unique, exclusive, c'est aussi la réponse, à mon avis, si on élarge le champ d'analyse, à cette globalisation, cette liquéfaction des identités en quelque sorte, qui crée beaucoup de vulnérabilité. Quand je parle d'hypermodernité, il faut quand même aussi dire que l'hypermodernité, ce qu'on entend par hypermodernité, c'est je dirais le caractère extrême de l'individualisme aussi. Quand on a parlé, si vous vous intéressez à ça, la modernité, c'est la mise au centre de l'individu. Alors qu'avant les Lumières, on avait des communautés, vous existiez parce que vous faisiez partie d'une famille, d'une communauté, notamment religieuse. Les Lumières, la sécularisation, l'affaiblissement des systèmes de pensée religieux qui va aller de pair avec, en tout cas dans les sociétés occidentales, un affaiblissement des communautés traditionnelles, tout ça va placer l'individu au centre. Et c'est aujourd'hui à l'extrême, vous ne vous rendez pas compte en fait, mais vous demandez à vos grands-parents comment ils vivaient leur attache familiale, communautaire, je ne sais pas, enfin, renseignez-vous, mais vous verrez, vous constaterez que vous êtes en fait des individus très isolés dans le monde. Alors c'est formidable, parce que vous êtes libre, vous avez une liberté absolue, j'ai envie de dire, en tant qu'individu. Mais ça crée énormément d'incertitude, d'angoisse, d'anxiété, de vulnérabilité. Et c'est dans ce contexte qu'un message comme l'État islamique va ratisser large en répondant justement
à ses failles, à ses incertitudes, à ses vulnérabilités. En tout cas, c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de jeunes. Ensuite, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que ces catégories de pensée ont fait leur chemin auprès des ennemis aussi du groupe. Je ne sais pas si vous constatez, depuis qu'on a été touché par les attentats en France, c'est clair, le débat public est très polarisé, de plus en plus polarisé. Dès qu'on parle d'islam, de djihad ou de violence au sens large, on est tout de suite, c'est tout de suite enflammé. Il est dur d'avoir du recul aujourd'hui sur qui est quoi. Donc le risque, c'est finalement d'avoir une société, ils ont en partie réussi à casser la zone grise, parce qu'ils ont beaucoup divisé, ils ont beaucoup polarisé. Il y a quelques années, les choses étaient pas aussi tendues en France, ça s'était tendu pour d'autres raisons, et ça, bon, il y avait certaines tensions qui étaient déjà là, mais là je trouve qu'on est quand même arrivé à un extrême. C'est très clair d'ailleurs pour moi, vivant à l'étranger, quand je rentre en France, ça me saute vraiment aux yeux. Ou alors les polémiques sur ces questions, la fréquence des polémiques et les divisions de plus en plus importantes que ça entraîne. Donc quelque part, ils ont gagné. C'est triste à dire, mais quelque part, leur objectif était de détruire cette zone de coexistence, de dialogue, d'acceptation de l'autre, d'ouverture. Quelque part, en semant la haine, ils ont gagné. Ils n'ont pas totalement gagné, mais en partie. C'est leur objectif, d'ailleurs, quand même, je précise. Ils ont écrit des documents, les djihadistes ont écrit des documents disant « Notre but pour prendre le pouvoir en Europe, c'est de créer une guerre civile. Plus on pourra créer de la guerre civile, des tensions, de la haine, plus on aura ces sociétés entre nos mains et on pourra exploiter ces contextes-là. » C'est écrit noir sur blanc, c'est leur stratégie. C'est pas, d'ailleurs, je précise quand même, c'est des meurtriers, mais c'est loin d'être des idiots. Alors, la propagande maintenant. Parce qu'évidemment, pour projeter un message, il faut une propagande. Alors, j'ai mentionné Dabi, le magazine. Mais en fait, ils ont une variété sophistiquée et très impressionnante de supports, écrits et audiovisuels. Il s'agit d'exposer les buts. Alors, la propagande, c'est très simple. Une propagande, c'est exposer des buts de guerre. Et par l'exposition des buts de guerre, affermir une identité collective. Parce que j'ai parlé de cette idée d'identité. Les militants, quel que soit le mouvement, sont unis par une identité qu'ils partagent. Donc qu'est-ce qui les rend puissants, par exemple? C'est aussi de se dire on est les vrais musulmans et on est unis. On est unis dans la foi, on est unis dans l'islam. Rien ne peut nous séparer. Donc ça, c'est quand même important. Parce que ça joue un rôle à la fois de terreur auprès de l'ennemi, on va terroriser l'ennemi, on va dire à l'ennemi, voilà le but de guerre, on va vous anéantir, on va commettre d'autres attentats, on revendique des attentats ici et là, etc. Mais aussi en interne, cette propagande, elle solidifie le groupe. C'est un peu le rôle de toute propagande d'ailleurs. Surtout, cette propagande, elle va remettre en contexte un enchaînement d'événements, de faits, d'intentions qu'ils vont interpréter à leur manière. Ça, c'est très important parce que ce qu'ils disent, en fait, est une interprétation des faits. Quand ils parlent de zone grise, pour décrire la société française, alors je vous pose une question très simple, est-ce que pour vous, la société multiculturelle française est une zone grise? Plus fort, j'entends pas. Oui, pourquoi? Alors pourquoi? Oui, mais sans explication. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, je disais, est-ce que... Alors, en parlant justement d'intention, la manière dont ils réinscrivent dans cette propagande écrite ou audiovisuelle les faits, les événements, les situations. Une question, donc, au regard de cette interprétation qu'ils font de la réalité, est-ce que pour vous, leur interprétation de la société française, donc multiculturelle comme d'une zone grise, est valable? Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, pour la contredire? Qu'est-ce que vous leur répondriez? C'est pas une zone grise, il n'y a pas les blanc le bien et noir le mal. C'est pas un mix entre le bien et le mal. Donc vous casseriez cette vision du réel qui veut séparer le réel en deux. Oui. Bon, alors ça peut paraître trivial, simple comme réponse, mais en fait, la manière dont ils voient le réel
bien sûr que tout cela est construit. Ils pensent finalement, c'est ça qui est intéressant, ils pensent apporter une lecture, je dirais, qui est la leur et qui de toute façon pour eux c'est la vérité. Hein. Ils ne vont pas vous dire, il ne faut pas avoir un débat avec vous pour vous dire non mais c'est faux. C'est leur vérité, ils sont convaincus. Mais cela étant, ça reste une lecture. C'est leur lecture. Mais je vais y revenir dans le détail, vous allez voir comment en fait ils justifient cette lecture. Parce que c'est ça qui compte, c'est quelles sont les justifications que vous apportez. Ils disent par exemple, la société française, les musulmans rien à faire en France, il faut venir aux journées islamiques. Ça repose quand même sur certaines idées, cette affirmation. Il faut comprendre ces idées, et surtout il faut comprendre comment ils les justifient, et il faut apporter, comme je l'ai dit, des réponses historiques, des réponses théologiques, des réponses informées. C'est un peu l'idée du livre, si vous voulez. C'est apporter des réponses et essayer de déconstruire. Alors voilà comment j'ai procédé, très simplement, comme en plus c'est un livre, celui que je vous ai montré là, en première page de ma présentation, c'est un livre qui se veut grand public. L'idée c'était à la fois de proposer quelque chose de scientifique, d'universitaire, mais aussi de le rendre lisible pour le plus grand nombre, parce qu'en réalité en France, tout le monde veut lire sur ce sujet, tout le monde veut s'informer et comprendre. Donc on a trouvé, je pense, un juste équilibre entre un ouvrage à la fois universitaire qui répond aux attentes universitaires, mais aussi qui répond aux attentes du grand public, donc du citoyen qui veut avoir des clés de réponse, d'analyse, de problèmes. Occident-Orient, alors c'est très basique, mais en fait c'est très central à leur propagande. Cette division Occident-Orient, civilisation, barbarie, islam, les créances, djihad, croisade, ça on l'entend souvent. Nous sommes des croisés, l'Occident, les Occidentaux sont des croisés, et eux sont des moudjahidines. Ok, très bien, mais qu'est-ce qu'un croisé? Quelle est l'histoire des croisades? En quoi la guerre de Syrie serait une croisade? Ont-ils bien compris les croisades? Alors on va en parler dans un instant, ils n'ont pas vraiment compris les croisades, et en réalité, vous allez voir à quel point leur discours est totalement fantasmé, réinventé, anachronique. Parce que mobiliser les croisades qui ont eu lieu au Moyen-Âge, en les transposant sur l'époque qu'on vit actuellement, donc le XXIe siècle, et en pensant que ça suffit à expliquer des conflits du XXIe siècle qui sont évidemment beaucoup plus simples, totalement différents des croisades du Moyen-Âge, vous allez voir que c'est en fait la réponse, elle est là. C'est une réponse intellectuelle. Mais ça parle. Quand il mentionne les croisades, avec tout un imaginaire audiovisuel, vous voyez Obama en grand croisé, et puis les djihadistes sur leurs chevaux venus défendre les musulmans, l'islam, etc. Ça a des esprits, si vous voulez, qui cherchent des réponses simples, ça parle. C'est comme ça qu'on a des jeunes djihadistes qui vous disent on est parti assassiner en Normandie, en juillet 2016, un prêtre qui était un croisé. Les deux jeunes qui sont partis assassiner le père Hamel en juillet 2016, ils étaient convaincus d'aller assassiner un croisé, donc de l'époque où une partie de l'Église avait soutenu des expéditions religieuses qui, par ailleurs, je dirais quand même, il faut le préciser, étaient minoritaires. C'est pas toute l'Europe qui est partie faire les croisades. Mais bref, ils étaient convaincus que c'était un djihad contre un croisé, contre des croisés. Il le dit d'ailleurs. Donc ça, c'est pas possible, si vous voulez, si on ne s'intéresse pas à ce langage. Parce que, évidemment, ces deux jeunes, avant de passer à l'acte, enfin, rien n'est déterminé à passer à l'acte. Ils ont été exposés à un discours radical, djihadiste en l'occurrence, qui les a convaincus. C'est bien ce qui leur a, si vous voulez, en partie, permis d'aller faire ce qu'ils ont fait. Parce que, si vous voulez, quand même, ils savaient qu'ils allaient se faire tuer. On parle de très jeunes, c'est pas des adultes, on parle d'ados. Il fallait quand même que le message soit suffisamment puissant pour pousser des adolescents qui vivaient comme bien d'autres ados en France à aller assassiner un prêtre et se faire. Et puis ils se sont fait évidemment tuer quand il y a eu un assaut derrière. Bon, c'est terrible. Parce qu'attendez, il faut quand même bien replacer aussi dans le contexte de notre société. C'est là qu'on conçoit la puissance des gens qui sont derrière ce qu'ils écrivent là. Ils savent comment, si vous voulez, complètement manipuler, retourner l'esprit, notamment des plus jeunes, des plus vulnérables.
Donc voilà ce sur quoi repose mon ouvrage. 20 dualités que j'analyse, quels sont les termes, qu'est-ce que ça dit, et comment les déconstruire. Alors je vous donne 3 exemples. Alors d'abord, bon, peut-être un bref aperçu du corpus sur lequel j'ai travaillé, donc des supports de propagande que j'ai évoqués. Alors vous avez des stations de radio, vous avez des branches médiatiques, hein, comme ils les appellent, qui sont plus ou moins anciennes, certaines sont plus récentes. Alors par exemple, Al-Fur 1, ici, là en bas, c'est une des plus anciennes branches médiatiques de l'État islamique, qui diffusait déjà en 2006-2007, dans les débuts du groupe. Vous avez des radios, etc. Je voudrais juste dire, je peux, si ça intéresse les étudiants, envoyer un PDF de cette présentation. Voilà. Donc je vous enverrai un PDF, comme ça vous la garderez et ça vous fera... Et surtout les livres. C'est-à-dire, il faut que j'envoie aussi à tous les étudiants. Non. Ouais, je suis pas sûre que... Oui, d'accord, oui, ça c'est... D'accord, je le ferai. Très bien. Et en plus de la présentation. Et bon, après, évidemment, je vous invite pour Noël à demander. Non, mais je vais vous envoyer un... Donc ensuite, ils ont, comme je l'ai dit, des publications écrites. Là-bas, alors par exemple, en bas aussi, c'est leur publication arabophone principale. Et donc les 3 revues d'Al al-Islam. Alors d'Al al-Islam, c'est écrit par un Français. Enfin, c'est plus édité, mais ça a été écrit pendant longtemps par un Français, djihadiste. C'était la revue francophone de l'État islamique. Donc les djihadistes français s'exprimaient dans cette revue. Dabir, c'est la revue, je dirais, générique, éditée en plusieurs langues, de l'anglais jusqu'au russe. Et la dernière en date est Rumiya, qui signifie Rome, en arabe classique, et qui est encore édité, qui paraît, mais beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il faut quand même préciser que depuis les opérations militaires en Irak, en Syrie, ils ont perdu beaucoup d'infrastructures, ils ont perdu beaucoup de moyens. Donc il y a eu une décrue dans la production de la propagande, clairement. C'est plus aussi soutenu que ça l'était. Beaucoup des gens qui produisaient sont morts dans les bombardements, ont été tués par les Américains, donc des frappes ciblées ou pas. Ils ont perdu les bâtiments où ils produisaient tout ça. Ils n'ont plus grand-chose aujourd'hui, hein, c'est très difficile, même s'ils reviennent de plus en plus, ils continuent à publier, mais c'est plus compliqué. Quant aux djihadistes, ils continuent aussi à publier, mais c'est de plus en plus complexe parce qu'ils sont recherchés, évidemment. Pour ceux qui restent en Syrie et en Irak, ils sont recherchés par tous les services de renseignement. Ils se savent rechercher, donc c'est devenu beaucoup plus difficile pour eux d'opérer. La période de gloire est finie. Alors, je vous donne 3 exemples, donc ça correspond à 3 chapitres du livre, mais bon, évidemment, je vous donne les éléments principaux pour les propos. Donc, première dualité, première opposition manichéenne, l'Orient-l'Occident. Alors, j'ai choisi, pour illustrer cette opposition, une citation du numéro 12 de Dabir, donc je vous la lis. L'étrangeté est une condition à laquelle le musulman vivant en Occident ne peut échapper. Il se trouve ainsi dans une lutte constante. Je me suis senti immédiatement différent parmi les gens du Levant. Je n'étais plus un étranger. Alors ça c'est très intéressant parce que là ce qu'ils disent en gros c'est qu'un musulman qui vit en Occident est un étranger. C'est quand même un terme fort, étranger. Étrangeté, étranger, ça veut dire qu'il n'est pas chez lui. C'est le message. Donc là, en écrivant ça, c'est un témoignage de djihadiste. En écrivant ça, il dit quoi aux jeunes musulmans qui vont lire le magazine Palmier? Vous serez chez vous. En France, vous n'êtes pas chez vous. En Occident, plus généralement, vous n'êtes plus chez vous. Votre place est au Levant, en Irak, au Moyen-Orient, dans les pays musulmans. Donc ça veut dire, l'idée, c'est grosso modo, hein, en Occident, les sociétés occidentales, dites occidentales, vous n'avez pas votre place. Alors c'est très important ça, parce que cette opposition Orient-Occident, elle est centrale et elle est vraiment intériorisée par les militants. Alors, moi j'ai un problème, si vous voulez, de toute façon, avec cette division, parce qu'il faut quand même savoir que l'Orient
Et l'Occident, pour vous, c'est commun, pour moi aussi. Hein. On est tous nés en se disant il y a un Orient et un Occident, mais tout ça, en fait, c'est une construction très moderne. Cette idée qu'il y a un Orient et un Occident et qu'il y a une espèce de barrière entre les deux, tout ça, c'est très moderne. Il faut quand même savoir qu'il y a eu une époque, notamment avant les phénomènes de colonisation dans les pays musulmans et dans d'autres pays. Il faut savoir que la colonisation, ça correspondait à la modernité européenne. Hein. La modernisation européenne, la contrepartie, c'était la colonisation, pour un certain nombre de raisons. Mais avant cela, on était en fait, on vivait dans un monde beaucoup plus cosmopolite. Vous pouviez voyager d'Europe vers le Moyen-Orient beaucoup plus librement. Il n'y avait pas cette division, cette idée... eux, nous, le monde était finalement plus agréable, excusez-moi du peu, et plus cosmopolite, plus ouvert qu'il l'est aujourd'hui. Donc, l'Orient, l'Occident, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cultures, il n'y a pas des identités, mais ça ne se pensait pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'à l'ère post-coloniale, donc à l'ère dite post-coloniale, après les processus de décolonisation, c'est très dur de corriger, quoi qu'on en dise, les stéréotypes, les clichés qui se sont bâtis entre les uns et les autres. Donc d'un côté, le stéréotype de l'Européen, du blanc dominateur, qui de toute façon hérité de la période coloniale est indéniable, en tout cas c'est l'image qui a présidé. Chez beaucoup de peuples colonisés, c'était dur en même temps de combattre cela à l'époque. Et de l'autre côté, l'idée de peuples inférieurs, des peuples qu'on a colonisés qui ne sont pas égalités. Alors comment on corrige ça à l'époque post-coloniale? Parce que finalement la décolonisation au XXe siècle, c'est quand même l'idée, c'est de remettre à niveau. Et corriger, il y avait quand même l'idée, on corrige les rapports dans le monde, on corrige toutes ces inégalités. En fait, ça ne s'est pas corrigé. Et dans l'époque dite post-coloniale, on continue à fonctionner avec beaucoup de ces clichés. De part et d'autre. Donc, grosso modo, on continue à avoir ces constructions, comme j'ai dit, polarisantes. Eux contre nous, nous contre eux, etc., etc., etc. Donc, l'Orient, c'est nous. Par exemple, chez les djihadistes, ce sont des Orientaux. Nous sommes des Occidentaux. Du Levant, de là où ils nous regardent, on est une espèce d'Occident abstrait. Mais en tout cas, on n'est pas les gentils, on n'est pas ceux qu'ils aiment. Grosso modo. Donc il faut aller chercher dans la période, comme je le dis, coloniale en fait, et dans à mon avis même aujourd'hui dans la période post-coloniale, ces stéréotypes, l'idée que l'autre est un étranger. D'ailleurs, relisez Camus, hein, l'étranger, si vous vous intéressez à ces questions, vous allez voir, c'est une belle démonstration finalement de ces histoires de qui est étranger finalement, qui n'est plus, qui n'est pas, qui n'est plus, bref, c'est pas le propos ce soir. Donc on a une représentation binaire, on est chez soi ou on n'est pas. Surtout à travers cette idée d'étranger, d'étrangeté, on construit l'ennemi. On va construire l'ennemi, les Occidentaux deviennent les ennemis jurés des musulmans. Mais surtout, comme je l'ai dit, comme il y a une forme d'importation des catégories djihadistes par les ennemis eux-mêmes, on le voit aujourd'hui, on va commencer à mettre tous les musulmans dans la même catégorie en les qualifiant tous de djihadistes, je ne sais quoi. Donc on a polarisation, comme je l'ai dit. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, en tout cas du côté des djihadistes, ce que j'appelle un auto-orientalisme. Alors l'auto-orientalisme, c'est quoi? C'est quand même assez fascinant. C'est quand, je vous donne un exemple, quand ces deux jeunes qui vont assassiner le prêtre, donc qui sont deux jeunes musulmans, français, nés en France, de culture française, musulmans, qui ont sans doute, excusez-moi du peu, avant d'être devenir militants pour l'État islamique, vécu cela tout à fait normalement. Ils ne devaient pas se poser mille et une questions. Vous prenez par exemple Abdelmalik Petitjean, sa mère donc française d'origine algérienne, son père français, il n'y avait pas de problème, tout se passait bien, hein, comme beaucoup de familles en France. Hein. Et à partir du moment où il rejoint l'État islamique, il rejette totalement ce qu'il considère faussement évidemment être occidental, donc il s'habille en jean, t-shirt, regardez les photos, vous allez voir, c'est frappant. Il va arrêter de porter un jean, un t-shirt, il va commencer à s'habiller avec des vêtements qu'il pense être
vêtements symboliques des premiers temps de l'islam. Alors il a un turban, mais en fait c'est de l'auto-orientalisme. Qu'est-ce qu'il en sait que les musulmans s'habillaient ainsi ou pas? Alors il a été chercher ça sans doute dans des livres d'histoire, mais vous savez, l'histoire on l'écrit, on la réécrit, etc. C'est toujours fantasmé. Il s'est auto-fantasmé en fait comme étant un musulman du 7e siècle, des premiers siècles de l'islam. Tout d'un coup, il s'est mis à croire que porter un jean, un t-shirt, finalement, donc c'était être un faux musulman, pas un vrai musulman. Enfin, c'est intéressant. Donc il s'est auto-orientalisé en fait. Il s'est auto-orientalisé, c'est pareil avec, comment il s'appelle, Kermiche, Adel Kermiche. Tout d'un coup, Adel Kermiche a des habits orientaux, etc. Alors, le problème, il n'est pas de mettre un habit oriental, ou ce qu'on pourrait qualifier de plus oriental qu'occidental, mais en quoi porter un jean fait de vous un non-musulman? En quoi ça remettrait en cause votre croyance, ou votre identité, ou en quoi ce serait contraire? Je vais finir. Mais alors, regardez les images, c'est vraiment frappant. Et en plus, ce qui est le plus frappant dans cette auto-orientalisation, donc je m'auto-orientalise, mais quelque part, je fantasme mon identité. Parce que qu'est-ce qui me dit qu'être oriental, c'est forcément être en turban? Pour moi, c'est complètement un cliché, excusez-moi. Vous allez dans n'importe quel pays musulman, ils alimentent pas ce cliché d'eux-mêmes, au contraire. Mais ça, c'est vraiment typique de l'État islamique, des mouvements radicaux. Mais alors, surtout, ce qui est frappant, c'est que dans la vidéo de revendication de l'attaque, qui va être diffusée après le meurtre du père Ahmed et leur mort, puisqu'ils vont être tués dans l'assaut, ils ont la dernière tablette Apple. Donc on est revenu au 7e siècle, vous comprenez, on a quand même la tablette Apple 2018. C'est pour ça que je vous dis, on est dans une hypermodernité où on assume les signes ostentatoires de l'hypermodernité, ils sont là, ils sont partout, et en même temps, la vulnérabilité, finalement la recherche d'une authenticité, ça c'est très important. On vit à une époque où les gens veulent être authentiques. Ils sont partis chercher l'authenticité dans des signes extérieurs de ce qu'ils pensaient être leur authenticité. Alors je ne sais pas si je suis claire, c'est un peu complexe, mais ça me permet de comprendre les mécanismes. Vous aviez une question? En fait, c'est pas tellement une question, c'est moi j'ai côtoyé pas mal de jeunes qui étaient un peu embrigadés dans ces trucs-là. Et moi j'ai entendu des gens dire non mais tu sais, dans le Coran c'est écrit, ton pantalon il doit être au-dessus des chevilles, il faut que ce soit ample, il faut que ce soit ceci, il faut que ce soit cela. Donc le jean c'est pas bon, c'est pour les mécréants. En fait, ils trouvaient leur interprétation du Coran. Voilà, ils trouvaient des justifications. Oui, non, mais bon, après, si vous voulez, on peut tout trouver dans un texte religieux, vous avez trouvé une justification et puis autre chose qui dit tout à fait le contraire. Interprétation littéraliste. Alors, je vous donne donc un exemple en anglais. Voilà une image que vous pouvez trouver dans leur propagande. Comment survivre, how to survive in the West, comment survivre en Occident. Donc avec une photo d'un combattant. Donc là il donne des conseils. Alors vous êtes un musulman, vous vivez en Occident, voilà un conseil pour survivre. Alors survivre c'est un terme quand même très fort. Ça veut dire qu'en étant musulman vous êtes à peine en vie, hein, attention. Vous vivez en France en tant que musulman, vous êtes à peine en vie encore. Là, c'est un combat de tous les jours. Bon. Mais bien sûr que c'est faux. Mais ils ont voulu faire passer ça comme image. Ça voulait dire quoi ça? Ça voulait dire en gros, vous êtes en danger, il faut partir. Prenez vos clics, vos claques, faites des valises et partez. Venez au califat, parce que vous êtes en danger. Mais il y a des gens qui l'ont cru. Hein. Il y a des personnes qui sont parties les rejoindre, qui ont cru qu'ils étaient vraiment en danger, qu'il était temps d'emmener toute la famille au Moyen-Orient parce qu'ils étaient en danger en France en tant que musulmans. Ça a parlé. Alors ça c'est Rome, Rumiyya, donc en arabe, ça c'est un de leurs... j'ai pris la propagande en anglais, hein, pour qu'ils me comprennent. Voilà, donc là vous voyez l'ancien porte-parole syrien qui était un djihadiste très connu dans les années 2000, qui a combattu notamment pendant la guerre d'Irak contre les Américains, qui ensuite a pris qui est devenu un haut gradé de l'organisation, qui a été tué en 2016 par les Américains dans une frappe, mais qui est quelqu'un de très important, qui était très influent dans un certain nombre de communiqués,
de contenu, notamment audio. Pourquoi? Parce qu'il s'exprimait parfaitement en arabe. Évidemment, ça c'est quand même un gage de légitimité pour les djihadistes. Il faut avoir ils ont tous un niveau parfait d'arabe, parce que sinon vous n'êtes pas crédible. Hein. Donc ça a fait sa réputation. Alors pourquoi je vous montre ça? Ça c'est extrait de leur propagande. Donc on a le pire, hein, du pire, les exécutions, les décapitations, les démembrements, enfin vous avez toutes sortes d'atrocités. Puis ensuite vous avez des fleurs, ils se montrent au paradis, enfin ils vous disent en gros c'est le paradis, on est en train de créer un paradis sur terre. Voilà l'Orient. Alors c'est pourquoi j'ai choisi les fleurs aussi, ça c'est justement complètement de l'orientalisme par exemple. Les fleurs, ils vous montrent le fleuve, on se croirait vraiment dans un roman du 19e, d'un explorateur missionnaire parti découvrir l'Irak. On est complètement dans le fantasme orientaliste. Et donc ça c'était un des profils sur les réseaux, voilà, nous allons, le califat va se soulever, la France, donc la France, hein, vous ne faites plus récolter ce que vous avez semé, donc ça c'était après les attentats, et après novembre, hein, après le 13 novembre, là vous voyez un lion qui dit Jérusalem, prochaine étape, donc, parce qu'évidemment Jérusalem c'est aussi les croisades, ça s'appelle les croisades, le lion, etc. Alors au passage, j'ai toujours dit, vous lirez le livre si ça vous intéresse. Alors, ils se servent du lion, le lion pour eux c'est aussi un signe de puissance militaire des musulmans. Complète recréation de l'histoire parce que le lion a été en fait un symbole militaire aussi chez les Européens. Vous prenez les armoiries par exemple européennes du Moyen-Âge, vous trouvez la figure du lion à peu près partout. Et deuxièmement, le lion, la figure du lion, elle n'est pas proprement islamique. Si vous allez vraiment loin dans l'histoire, le lion, comme un signe, comme symbole, remonte à l'époque pré-islamique en fait, à l'époque des tribus arabes en Arabie qui en avaient fait une effigie, mais c'est pas du tout propre à l'islam. Mais eux en font un symbole islamique. Donc là, il y a aussi, comme j'ai dit, une recréation historique, une réinvention de l'histoire qui n'a pas lieu d'être. Alors je vais peut-être aller un peu plus rapidement pour qu'on ait du temps pour la discussion. Deuxième dualité, comme je dis, c'est la barbarie et la civilisation. Alors voilà par exemple une phrase qui va avoir un impact. Si un moudjahid, alors le moudjahid c'est le djihadiste, hein, le combattant, si un moudjahid tue un seul homme avec un couteau, alors il s'agit du meurtre barbare d'un innocent. Mais si des Américains tuent des familles musulmanes par milliers, partout dans le monde en lançant des tirs de missiles, alors ce sont de simples dommages collatéraux. Alors ça, ils y font souvent référence. Ça, c'est un argument central. Pourquoi finalement les morts en Syrie et en Irak seraient des dommages collatéraux et pourquoi les morts dans les attentats seraient des victimes. Et surtout, ils jouent beaucoup sur l'aspect barbarie, civilisation. Grosso modo, si vous écoutez, ce sont eux les civilisés, nous sommes les barbares. Et pour justifier cet argument, ils vont utiliser effectivement des photos, souvent ignobles, des morts dans les bombardements, en disant voilà la civilisation moderne, occidentale, qui prétend être une civilisation finalement propre, et qui est une civilisation meurtrière, qui tue à échelle de masse. Alors, deux choses. Évidemment qu'il y a des dommages collatéraux, enfin ce qu'on appelle des dommages collatéraux, disons-le, des civils tués dans les bombardements qui visent les djihadistes. Il y a eu énormément de scandales. De ce point de vue, c'est indéniable. Ils ont un argument. Attendez, l'idée, c'est pas de dire qu'ils n'ont pas d'argument. S'ils n'avaient pas d'argument, ils n'auraient pas attiré des gens aussi facilement. Mais après, la manière dont évidemment ils présentent ça est enflée, amplifiée, déformée à leur avantage. Évidemment. Ils se privent bien, par exemple, quand ils mettent en scène des morts dans les bombardements en Syrie, ils se privent bien de montrer ceux qu'ils ont tués eux-mêmes. La vérité, il y a un semblant de vérité quelque part, c'est que les populations qui ont vécu sous l'État islamique, elles ont été à la fois tuées par les membres de l'État islamique, par les bombardements, par toutes sortes de criminels qui ont profité de la situation, je pense aussi pour lever des comptes. Tout le monde a eu du sang sur les mains quelque part. C'est triste à dire, mais tout le monde a du sang sur les mains. Donc,
Donc, mais c'est intéressant parce qu'ils reprennent, alors là pour le coup, une catégorie qui avait été déjà abordée par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, que vous connaissez peut-être, Claude Lévi-Strauss avait travaillé sur cette question civilisé barbare, et surtout il avait montré que la figure du barbare, du sauvage, c'est aussi une création très liée au régime colonial, mais pas seulement, aussi aux explorations. Lorsque par exemple les peuples aborigènes ont été découverts, les Européens les ont systématiquement qualifiés de barbares, de sauvages. Donc l'autre peuple qui ne partageait pas la culture des Européens à l'époque était qualifié de sauvage, de barbare. Mais là ce qui est intéressant, c'est que c'est les djihadistes qui reprennent à leur compte ce langage en qualifiant les autres de barbares, de sauvages, qu'il faut civiliser. Donc là, ils se disent civilisateurs. Donc j'en viens à mes 3 points que j'aborde dans l'ouvrage. Première chose, ils sont inspirés notamment d'un manuscrit qui a été publié il y a quelques années, qui dit qu'il faut administrer la sauvagerie. Donc en gros, de toute façon, il faut prendre en main les choses pour administrer la sauvagerie. Alors je ne vais pas être, encore une fois, faire des parallèles déplacés, mais ceux qui portaient ce langage, c'était les colonisateurs européens au XIXe siècle. Quand il s'agissait d'aller coloniser les peuples, c'était les sauvages, on les administre, on réorganise. Alors c'est aussi propre à l'esclavage d'ailleurs. J'ai pas été jusque-là parce que il y a des parallèles qui sont durs à faire, mais la sauvagerie, la question de l'administration de la sauvagerie, ça fait à mon avis aussi référence à l'esclavage. D'ailleurs ils ont des esclaves, ils ont réinstauré l'esclavage. Parce que l'esclavage, ça consistait aussi à organiser les esclaves entre eux, à créer une caste, une hiérarchie entre les esclaves entre eux. C'était bien sûr un système de domination, parce qu'en séparant les esclaves les uns des autres, en créant des hiérarchies, vous dominiez encore plus celui que vous aviez réduit en esclavage. Donc, c'est une mission civilisatrice à part entière. Il condamne, si vous voulez, les orientalistes, les Européens, les Occidentaux, mais quelque part, le même état d'esprit, c'est-à-dire on va civiliser ce qui ne l'est pas. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, en Syrie. Ils ont dit du jour au lendemain aux gens qui étaient tombés sous leur contrôle, votre mode de vie ça va pas, vous êtes des sauvages, vous ne suivez pas une bonne version de l'islam, il faut revoir toute votre version de l'islam, les curriculums, votre façon d'être, votre façon de vous habiller, votre façon de penser, enfin tout y est passé. Donc on est entre un régime colonial type 19e siècle et un totalitarisme à l'européenne type 20e siècle. D'ailleurs, les deux ne sont pas dissociés parce qu'il faut quand même savoir que la montée de l'antisémitisme en Europe au 19e siècle, 20e siècle, elle est aussi largement liée au colonialisme ailleurs. Le racisme n'est pas totalement déconnecté de la montée de l'antisémitisme. La désignation d'un autre dans les colonies européennes, ça allait faire avec la désignation d'un autre en Europe même, au sein des sociétés européennes elles-mêmes. Si ça vous intéresse, il y a eu un livre là-dessus, sur les liens en fait entre le racisme qui s'est développé dans le cadre de la colonisation, l'esprit raciste, et l'antisémitisme comme on l'a connu ensuite. Mais tout cela, et donc si vous voulez aller plus loin évidemment, c'est une construction, c'est des constructions très modernes. Le racisme, par exemple, je mentionnais le racisme dont a fait preuve l'État islamique, comme d'autres groupes totalitaires. Ce n'est pas quelque chose d'ancien. On pouvait parler avant la modernité de préjugés, de culture, etc. Mais il n'y avait pas cette pensée raciste telle qu'on la connaît depuis maintenant plus de 2 siècles. En tout cas, voilà, ça montre en tout cas que c'est un mouvement moderne, hyper moderne, qui est dans la lignée d'autres mouvements radicaux qu'on a connus. Donc voilà, alors évidemment je ne vous montre pas le pire, ça c'est la décapitation de l'otage américain James Foley, alors par un djihadiste britannique, le Mont Noir s'est révélé être un djihadiste britannique. Alors là en fait il renverse la charge barbarie civilisation. Ils utilisent la tunique de Guantanamo et des prisons américaines, parce qu'ils sont évidemment, beaucoup ont fait de la prison, alors ils voulaient se venger aussi du système carcéral. Et évidemment Guantanamo, Abu Ghraib, tous les symboles de l'oppression occidentale visant notamment des musulmans. Donc là ils inversent, c'est l'occidental américain qui est mis en tenue de Guantanamo et qui va être martyrisé, puisqu'il va être décapité.
Donc ils assument leur part de barbarie. En même temps, ils ont présenté cet assassinat comment? Ils ont dit on purifie. Ils n'ont rien à faire ici, on purifie. Donc de toute façon, on la tue, mais on la purifie. C'est un mécréant. Il faut bien comprendre. Hein. À partir du moment où un mécréant ou un apostat est entre leurs mains, c'est pas un être humain. Enfin, je veux dire, James Foley qui a été décapité par ce djihadiste, il était plus humain à ses yeux. De toute façon, je veux dire, pour en venir à décapiter un autre humain, c'est que l'autre n'est plus rien. L'autre a perdu son humanité à vos yeux, sinon vous ne procédez pas de la sorte. Donc. Alors, voilà, ça c'est depuis la Libye, depuis le page en Libye. Terroriser l'adversaire, assumer sa part finalement, hein, il s'assume, hein, finalement on est terroriste à vos yeux, on assume, et puis surtout terroriser. Et bon, je parlais d'auto-orientalisme, vous le retrouvez ici, le sabre, le bandeau, etc. Donc les voici qui nous parlent, hein. Ils se mettent en scène pour nous parler. Excusez-moi parce que je suis en anglais, c'est un peu compliqué. Donc là ils disent, c'est des djihadistes français qui ont été tués depuis. Squad, voilà, c'est un message pour tous les ennemis de l'islam et spécifiquement pour la France. Donc voilà. Comme je l'ai dit, polarisation, division du monde en deux. La cage, je parle de visualisation, je veux dire, bon, la tunique de Guantanamo et la cage. Mettre un être humain en cage, voilà, ça veut dire que la cage, comme je vous ai dit, déshumanisation, civiliser, mettre les gens en cage, l'esclavage, dans certaines colonies on a mis des gens en cage, hein. On a mis des peuples en cage. C'est pour ça que je dis que l'État islamique pour moi c'est un fait colonial. Quand j'ai dit ça on m'a dit mais de quoi tu parles? L'État islamique est un fait colonial. À partir du moment où on a mis des êtres humains en cage, c'est un fait colonial. Troisième, et je finis là-dessus, division. Les croisades et le djihad. Je vous lis la citation. L'empereur, alors ça c'est intéressant sur l'aspect plutôt historique, contraction du temps, anachronisme, transposer le Moyen-Âge sur le présent, vous allez le voir dans un instant. L'empereur des Romains à notre époque, Bush, l'a annoncé à plusieurs reprises. C'est une guerre de croisade, qu'ont donc les gens à mentir et démentir ce fait. L'empereur des Romains, c'est George Bush, président des États-Unis, qui a été, les États-Unis étant une création récente quand même comme pays, devient soudainement l'empereur des Romains, très bien, un empereur romain. Et surtout, cet empereur aurait déclaré une guerre de croisade. Voilà le propos, comme ça c'est simple. Alors au passage, les croisades, c'est le Moyen-Âge. Pardon? Oui, c'est vrai, Bush l'avait dit, bien sûr. Non, mais attendez, bien sûr qu'il l'a dit, mais bon, après Bush, il a dit ça, ensuite il a dit c'est une maladresse, j'aurais jamais dû dire ça. Évidemment qu'il n'aurait jamais dû dire parce qu'il offrait, c'était du pain béni pour les djihadistes qui ensuite. Oui, mais si vous voulez, c'était une façon d'exprimer certaines choses. Attendez, peut-être que Bush étant Bush, c'est un bon de gain Christian, peut-être que lui était convaincu d'être en croisade. En tout cas, ça a été très maladroit de présenter cette guerre comme une croisade, surtout si évidemment. Pardon? Oui, non, mais c'est pour ça que j'ai parlé d'effet de miroir dans ce que j'ai dit précédemment. Alors, attendez, je vais finir parce qu'on va pas faire ce dialogue maintenant, mais je vais finir juste ça parce que je voudrais laisser du temps pour les questions. Bon, bref, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a assimilation de l'Empire romain aux croisades, alors que c'est pas vraiment, excusez-moi, la même histoire. Il est vrai que Bush va parler de croisade, mais encore une fois, il faut reprendre ce qui se passe quand il a assimilé la guerre contre la terreur, contre le terrorisme aux croisades. Il y a eu une volée de bois aux États-Unis, tout le monde s'est dit mais c'est pas possible. En faisant cela, vous allez nous faire sur un plateau d'argent finalement l'argument que les djihadistes attendaient pour vraiment justifier
leurs attentats et prouver auprès de leurs partisans, de leurs sympathisants qu'effectivement il y a une croisade. Pourquoi? Parce qu'en 98, 3 ans avant le 11 septembre, Ben Laden, en fait, c'est le premier qui a parlé des croisades. Oussama Ben Laden avait émis une fatwa dans laquelle il appelait au djihad contre les juifs et les croisés. Il avait établi un front islamique mondial pour combattre les juifs et les croisés. Donc il appelait ça comme ça, le djihad contre les juifs et les croisés. Donc le terme de croisé, c'était Ben Laden qui l'avait émis le premier, qui a été repris donc ensuite par Bush. Mais ça, c'est pourquoi c'est important, parce que de part et d'autre, donc du côté de Ben Laden, qui était la grande figure du djihad global, mondial, avec le 11 septembre évidemment, qui reste une référence pour tous les djihadistes d'ailleurs. Donc Ben Laden qui parle de croisée, Bush qui parle de croisade, il y a un imaginaire collectif qui s'est créé autour de ça, en faisant croire que ce qui se passe grosso modo depuis 2011, c'est une nouvelle guerre de croisade. On serait revenu aux croisades. L'État islamique parle de campagne croisée contre l'islam. Et le djihad et la croisade, surtout, amplifient la distinction Orient-Occident. C'est une façon d'amplifier encore cette polarisation. Donc les moudjahidines d'un côté, les croisés. Alors ça aussi, ça a un rôle, parce que dans la propagande, quand vous dites à un musulman, comme je l'ai dit, faible, vulnérable, qui a des failles, qui va être séduit par ce discours, tu seras un moudjahid ou tu seras un croisé, bon, tu n'as pas le choix, il faut choisir ton camp. Évidemment, comme je viens de le dire, c'est une approche moderniste. Alors qu'est-ce qu'on entend par approche moderniste? Une approche moderniste, c'est une approche qui va moderniser une histoire passée qui appartient au passé, qui ne devrait pas être modernisée pour être importée plusieurs siècles après, en guise de description d'une situation qui n'est pas la même. Et donc on parlera à ce titre de néo-médiévalisme. C'est quoi le néo-médiévalisme? C'est aller au Moyen-Âge, qu'on n'a pas vécu, dont on a des témoignages, dont on a des archives, dont on a une connaissance en fait très limitée. Je veux dire, on a beaucoup de livres sur les croisades, mais vous savez, on n'a jamais fini d'étudier les croisades. Mais les djihadistes vont aller chercher dans les croisades l'argument justifiant leur combat. Alors ce que j'explique dans le livre, mais bon, vous verrez si ça vous intéresse, déjà je parle des croisades elles-mêmes. C'était quoi les croisades? Est-ce que c'était un conflit entre les musulmans et le reste du monde, ou les chrétiens et le reste du monde? Bon, ça a été essentiellement, comme j'ai dit, des expéditions finalement qui étaient initiées au départ par les chrétiens les plus radicaux. D'autre part, ça ne visait pas seulement les musulmans, ça a visé en fait tous les peuples à l'époque qui étaient considérés comme des ennemis du christianisme. Donc par exemple, vous avez des croisades lors desquelles, bon, je ne suis pas dans le détail ici, lors desquelles les juifs et les musulmans ont combattu les chrétiens. Alors là, je parle de ceux qui vivaient au Levant notamment, ces expéditionnaires chrétiens. Deuxième chose, ces croisades, elles ont aussi concerné la chrétienté elle-même. On a eu des croisades entre chrétiens, vers la fin notamment. Bon, vous verrez, j'en parle dans le livre si ça vous intéresse. Mais grosso modo, donc des croisades, ce qu'on appelle les croisades, c'est quelque chose de très compliqué, qui implique beaucoup d'acteurs. C'est pas l'image qu'on en a simpliste. Mais les djihadistes, c'est très simple, c'est tous les occidentaux. Enfin, vous êtes tous des croisés dans la pièce, hein, si vous les écoutez, grosso modo. Voilà. Mais alors évidemment, on en parle ce soir là. Pour vous, ça commence à prendre peut-être un peu une autre couleur ou une autre compréhension. Mais le jeune qui n'a pas de connaissance des croisades, qui on parle des croisades, alors ça va lui dire quelque chose, c'est quoi les croisades, il va les regarder, il va être plongé dans le récit d'État islamique, ça va le séduire, il va vraiment croire qu'il a un choix à faire, etc., etc. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est voir comment cette idéologie, elle capture l'esprit, et à partir du moment où l'esprit est capturé, bien évidemment, tout ce qui va suivre, l'action, le combat, l'action, le passage à la violence notamment, sont facilités. Alors voilà, donc les cavaliers, les preux chevaliers d'islam sur leurs chevaux. Alors le cheval, c'est un emblème. Donc, ils aiment bien jouer là-dessus.
Jérusalem, évidemment, la marche vers Jérusalem. Alors Jérusalem, bien sûr, hein, ils font référence à la prise de Jérusalem par Saladin, ici. La croisade échouée, avec le drapeau de l'État islamique qui flotte. Alors c'est pareil, ça c'est intéressant, par exemple, la manière dont ils décrivent les descriptions de l'Empire romain, c'est très intéressant aussi. Leur lecture de ce qu'était l'Empire romain n'a rien à voir avec ce qu'était l'Empire romain. L'Occident, d'ailleurs au passage, ils assimilent l'Occident à l'Empire romain. L'Empire romain n'était pas qu'occidental, vous savez ça. L'Empire romain, c'était pas seulement l'Occident. C'était un empire qui était qui allait de l'Europe actuelle vers le Moyen-Orient jusqu'en Asie, en passant par l'Afrique du Nord, l'Afrique Nord, etc. Donc, leur description de l'Empire romain n'étant qu'occidental, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'était véritablement cet empire à l'époque. Mais ça, c'est quand même intéressant. Parce que vraiment, leur lecture de l'histoire, c'est moderne. Ce que je vous ai dit, c'est moderniste. On pense retranscrire quelque chose qu'on n'a pas vécu, qui est complètement déformé, dans le présent. Au passage, toutes les idéologies totalitaires, puisqu'on parle d'idéologie ce soir, fascisme, nazisme, autres idéologies de ce type, ont toutes été fondées sur l'idée d'un retour à un âge d'or, à un passé, à une pureté, à une authenticité. Le contre-coup étant évidemment, comme je l'ai dit, la destruction, l'extermination, tout ce qui n'est pas dans le groupe authentique pur est détruit. Voilà. C'est le principe de l'idéologie totalitaire. Donc je qualifie, moi pour ma part, l'État islamique de groupe totalitaire, totalitarisme, avec des expressions qui sont peut-être différentes de ce qu'on a connu en Europe, par exemple, et on est vraiment, oui, dans une idéologie de ce type. Bon. Je pense que je vais m'arrêter sur cela. J'avais un peu d'autres choses, mais bon, ça suffira. J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc on va y aller progressivement. Merci pour cette conférence. Alors moi, ma question, c'était de savoir est-ce qu'il y avait, selon les différents groupes terroristes, il y avait des divergences d'idéologie par les groupes terroristes djihadistes. Merci. Plusieurs questions. Ouais. Donc, bonjour, je vous remercie tout d'abord. Et je suis totalement d'accord avec vous par rapport à la qualification de néo-totalitarisme et le parallèle, je trouve, est très judicieux avec la période coloniale. Maintenant, je pense qu'on peut discuter ici de façon assez libre parce que personne, je pense, est disposé ou prédisposé là à aller s'engager en Syrie. Mais dans la façon d'évoquer en fait l'idéologie djihadiste, qui est bien entendu totalement absurde, je pense qu'on pourrait s'interroger en fait sur les causes qui ont amené à ce que cette idéologie ressurgisse. Parce que le djihadisme, on a dit tout à l'heure que c'était né dans les années 50, mais c'est un principe qui a été interprété et qu'en fait qui était né déjà lors de l'écriture du Coran. C'était une interprétation d'une guerre sainte. Et en fait, le problème, je pense, c'est que nous analysons la situation d'une manière assez manichéenne, nous aussi. Et en fait, pour citer Durkheim, il faudrait peut-être écarter les prénotions avant de pouvoir étudier cette idéologie. Et en fait, nous-mêmes dans la culture, vous avez dit tout à l'heure que les jeunes étaient intéressés par le djihadisme et qu'ils fantasmaient en fait la représentation de ce qu'était l'Orient. Mais l'Orient, cette représentation, ils l'ont trouvée dans des manuels scolaires français et non syriens. Quand on regarde l'Orient dans les manuels scolaires français, c'est cette représentation fantasmée, c'est nous qui avons apporté cette représentation fantasmée. Et d'un autre côté, on pourrait s'interroger aussi sur le terrorisme.
cette notion de terrorisme, elle est assez critiquable parce que, de leur point de vue à eux, nous sommes des terroristes, non pas parce que nous sommes musulmans, enfin, nous le sommes parce que nous ne sommes pas musulmans, mais nous le sommes aussi parce que la France, la Belgique, l'Allemagne, du fait de ses agissements dans ces colonies, notamment en Afrique, les États-Unis, du fait de leurs agissements durant le XXe siècle en Amérique du Sud, sont aussi considérés comme des terroristes. Et ça m'amène du coup à dire qu'en fait, il est de notre responsabilité pour lutter contre le phénomène des jeunes qui rejoignent le djihadisme. À nous, il est de notre responsabilité à nous de nous informer, et il est de notre responsabilité à nous de permettre aux cultures orientales d'avoir une représentation historique véritable de leur culture. C'était pas une question, véritablement. Oui, c'était plus pour avoir une réaction retour, en fait d'accord. par rapport à... Alors, sur la première question, oui, c'est intéressant. Il y a des divergences entre eux, évidemment. Alors, par exemple, je peux donner une grande question qui fait débat parmi ceux qu'on appelle les djihadistes, qui se réclament du djihad. D'ailleurs, quand même, une chose banale. Un djihadiste, c'est un musulman qui pense qu'une réforme du système, mise à bas d'un ordre fondé donc, sur la modernité occidentale, parce que le monde dans lequel on vit a été un monde bâti à partir de la modernité, notamment européenne. Je pense que le seul moyen de mettre fin à cela, parce que pour eux c'est synonyme de domination, c'est le djihad armé, violent, la violence. Vous avez par exemple je dis ça parce que c'est important de distinguer des djihadistes, justement des fondamentalistes qui eux par exemple ont la même idée, mais qui pensent qu'il faut le faire par la non-violence. L'approche ici c'est la violence, en l'occurrence le terrorisme. Voilà ce qu'on appelle un djihadiste. Maintenant, derrière un djihadiste, évidemment, il y a des êtres humains avec une histoire, etc. Alors, pour donc revenir à cette question, l'excommunication, le fait de faire sortir un musulman de l'islam, comme on le fait dans l'église catholique, par exemple. Vous excommuniez, vous réputez une personne qui était musulmane, non musulmane, ou un catholique qui était un catholique, c'est ce que fait le pape, parfois il y a des excommunications, vous faites sortir de l'église pour blasphème ou autre problème, ça arrive. Alors ils ont beaucoup de questions là-dessus, parce que par exemple, un groupe comme l'État islamique est très extrémiste. Ils ont tendance à pratiquer l'excommunication, en arabe on parle de takfir, très simplement. Ils vont vous dire non musulman du jour au lendemain, alors que d'autres groupes sont un peu plus modérés en disant non, on ne peut pas, on n'a pas le droit, on ne peut pas, c'est sérieux, on ne peut pas réputer quelqu'un de non musulman aussi simplement. Donc ils sont accusés d'être takfiristes, c'est-à-dire ils excommunient à tout va, alors que ça c'est une question très sérieuse en islam. L'excommunication d'un musulman, ça a des conséquences, la première étant que ça rend son meurtre illicite. En tout cas chez les djihadistes. Donc, par exemple, Al-Qaïda, un groupe comme Al-Qaïda qui est déjà extrémiste, est moins extrémiste que l'État islamique en disant vous êtes allé trop loin, vous avez combien de musulmans que vous avez tués, vous avez mis les musulmans à dos. Alors par exemple la critique c'est de dire en faisant cela vous ne les avez pas attirés vers nous, on n'a pas la sympathie des musulmans, vous nous avez mis une majorité de musulmans à dos en fait. Et le fait est que c'est la réalité, une majorité écrasante de musulmans, que ce soit en Europe, dans les pays musulmans ou ailleurs, est opposé au djihadisme, au terrorisme. Et que les premières victimes ont été des musulmans. Quand vous regardez le nombre de victimes dans les pays musulmans, les attentats, c'est évidemment... Ça, c'est quand même très important, parce que leur but, c'est d'avoir le soutien des musulmans. Pour l'instant, ils n'ont pas, ça reste une minorité. Une minorité qui parle beaucoup, qui fait beaucoup parler d'elle à cause des attentats et de la mort qu'ils sèment un peu partout. Cela étant, c'est pas une majorité. Alors par rapport à ce que vous disiez, oui, vous avez tout à fait raison. Il suffit de s'interroger sur les causes de l'État islamique. Qu'est-ce qui a favorisé ce groupe, son émergence, sa formation, sa construction? Dans ces histoires, on ne peut pas dire, comme je l'ai dit, qu'on a les mains sales, on ne peut pas dire finalement qu'il y a un seul coupable, que, excusez-moi, oui, les interventions militaires
pour le coup occidentales, sont étrangères à l'affaire. Donc ça, c'est après tout le débat, est-ce qu'on lutte contre cela par plus de violence? Est-ce qu'on a le choix? Qu'est-ce qui est éthique? Jusqu'où aller? J'ai parlé, vous savez, des morts civiles dans les bombardements qui visent un djihadiste. C'est pas des histoires... on croit que c'est simple, mais c'est ça qui crée de la haine dans le long cours. C'est ça qui a fait que des djihadistes ont pris les armes en disant on a eu une bombe américaine qui est tombée, ils ont tué toute ma famille, c'est ça, je crois que je suis le djihad. Ça, c'est des réalités. C'est quelqu'un qui nie cela, en disant par exemple l'intervention militaire américaine avec tout ce qui s'est passé, les abus, les tortures, les exactions contre les civils irakiens, dire que ça n'a pas eu un impact dans la radicalisation, c'est un mensonge. Pour moi, c'est clair. C'est pas la seule cause. Ça ne justifie pas non plus ce que les djihadistes eux-mêmes ont fait, évidemment. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est pas les gentils, les méchants. Même si, évidemment, on est arrivé avec l'État islamique, je pense, à un stade où c'était sans retour. C'était sans retour. D'ailleurs, ils voulaient que ce soit sans retour. Il faut quand même préciser qu'eux, ils veulent qu'il y ait une confrontation finale, puisqu'ils ont une vision apocalyptique. Donc l'idée, c'était pas qu'il y ait une première bataille, on libère Mossoul, on va reprendre. Non, l'idée, c'était la fin du monde, de toute façon. Ça marquait la fin du monde, il fallait que tout s'arrête là. C'est leur vision. Vous regardez l'état de Mossoul aujourd'hui en Irak, qui sont occupés pendant des années, c'est un champ de ruines. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont tout fait sauter à la fin. C'est dramatique. Et alors, plus ils allaient dans la surenchère, plus du côté de la coalition, c'était la surenchère en frappes aériennes, en bombardements, etc. Vous avez ça aussi en Syrie. Bah, la réalité, c'est en fait, la vraie question pour vous répondre, c'est qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui viendra après? Est-ce que derrière, est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on va reconstruire ces pays? Est-ce que les populations vont passer à autre chose? Ou est-ce qu'on va rester sur un ressentiment de très long terme? Est-ce que les gens vont vivre ou grandir avec du ressentiment? Vous savez, le ressentiment, c'est quand vous n'arrivez pas à oublier quelque chose, ça traîne, ça reste. Et qu'est-ce que ça dit de l'avenir? C'est-à-dire qu'on a encore 1, 2, 3, 4, 5 générations de djihadistes? Qu'est-ce que ça dit des pays? C'est quoi les prochaines générations? Elles ressembleront à quoi? On aura des générations d'hommes en armes, de miliciens, ou des générations finalement qui pourront revenir à ce que faisaient leurs parents, c'est-à-dire étudier, avoir un avenir, connaître autre chose que la violence. C'est des vraies questions. On n'y a pas répondu parce qu'on n'a pas de vision. Attendez, pour moi, on n'a pas de vision. On n'a rien reconstruit là aujourd'hui en Irak, en Syrie. Si vous me demandez ce qu'il y a une vision, il n'y a pas de vision. Et le problème, il est là. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan de reconstruction, de rien. Donc, c'est malheureusement, pour l'instant, c'est plutôt, à mon avis, un cercle vicieux qui va continuer. Oui, bonsoir. Déjà, encore merci pour votre intervention qui était très instructive. Ma question était, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous fassiez le parallèle historique, notamment avec les revendications des Daesh, qui se veulent en effet être les héritiers, donc, entre guillemets, de l'héritage de Saladin, de la lutte contre les croisés, etc. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que dans d'autres pays, notamment je parle de pays d'Asie, comme l'Indonésie ou même les Philippines, où l'État islamique commence à s'implanter de plus en plus, est-ce que ces raisons, la lutte contre les croisés, peut-elle, entre guillemets, peut-elle encore être d'actualité, alors que pourtant ces pays-ci donc, ont connu une implantation moins, même si naturellement ils ont connu l'expérience coloniale, donc que ce soit par les Néerlandais ou par les Américains, mais est-ce que le même discours utilisé aujourd'hui donc au Moyen-Orient peut être également adaptable justement en Extrême-Orient? Oui, alors, bon, il y a plusieurs, je vous réponds rapidement. Ça dépend évidemment d'une zone à l'autre, ça va avoir plus d'ampleur ou non. Les croisades, par exemple, ça va résonner chez les musulmans qui vivent au Moyen-Orient. C'est une affaire surtout qui concerne le Moyen-Orient. Donc ça va avoir plus de pouvoir, de puissance en termes d'imaginaire chez un musulman moyen-oriental. Le régime colonial, lui, il est global. Forcément, oui. Alors, vous posiez une question sur l'Indonésie, c'est très intéressant. Parce que moi, la dernière fois, j'ai demandé à mes collègues néerlandais, puisque je vis et enseigne aux Pays-Bas,
je parlais justement de l'héritage colonial. Alors, c'est pas le même qu'en France, hein, loin de là, mais il y a cette impression que ça s'est mieux passé, hein, que l'époque post-coloniale, ça va mieux. Et pourtant, il y a pas mal de djihadistes qui sont partis, certains radicalisés d'origine indonésienne. Il y en a eu. Pas que des Indonésiens, attention, des convertis aussi à l'islam, enfin il y a eu toutes sortes de... Et quand j'aurais demandé plus globalement, bon, le poids du colonialisme, de la colonisation, il est encore là, vous sentez, parce que moi j'arrive pas, si vous voulez, à me rendre compte, ça fait pas assez longtemps que je vis, et puis je parle pas encore très bien néerlandais, donc j'ai du mal à... Je perçois des choses, mais je ne peux pas tout percevoir. Et alors, oui, là, ils ont... encore une fois, alors que c'est assez tabou, et tout d'un coup, tout le monde m'a dit ah, mais oui, personne ne me dit, mais oui, c'est là. C'est là, et on le sent, et... Donc, évidemment que ça va jouer un rôle. C'est pour ça que je pense que de toute façon, ça, c'est pas seulement le djihadisme, ça explique beaucoup de tensions dans nos sociétés. Et tant qu'on n'en parlera pas, vous voyez, je vous fais juste une réponse aussi, par rapport aux profs qui sont venus me voir, en me disant qu'est-ce qu'on en répond, parce que la question coloniale, elle revient toujours. Il faut arrêter. On en a fait un tabou, si vous voulez, dans le discours, dans le débat public, mais c'est une question qui revient en permanence. Et moi, les profs des lycées, des collèges m'ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, on a des études, on a des histoires, vous savez, on parle de roman familial. On a des histoires et des romans familiaux très différents. Alors, votre roman familial n'est pas le roman d'un autre élève. Et le problème, je pense, c'est qu'il faut en parler. Il faut briser certains tabous, il faut en parler, il faut créer du dialogue autour de ces questions qui sont des questions douloureuses pour beaucoup de gens. Mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Moi, je regrette qu'on en fasse encore un tabou en France. Je pense qu'il faut en parler. Parce que ce n'est pas des histoires non plus blanc et noir, bien et mal, tout est clair. Non, c'est plus compliqué. Quand vous parlez dans les trajectoires individuelles, ça devient tout de suite plus complexe. Et c'est cette complexité qu'il faut introduire, non pas pour nier certains faits, mais pour recréer du dialogue et de la, excusez-moi de le dire, de la réconciliation des mémoires. Il faut réconcilier les mémoires, non pas oublier. Oublier, vous savez, se réconcilier, ce n'est pas oublier. Je pense qu'il faut favoriser ça et qu'en France, on ne l'a pas assez fait. Et qu'aujourd'hui, on a une espèce de ressentiment qui ressort, qui pourrait, à mon avis, être abordé et géré. Mais eux jouent là-dessus directement, évidemment, puisque c'est pas fait. Puisqu'on n'en parle pas assez, par exemple, l'éducation nationale, vous en avez beaucoup parlé quand vous étiez étudiant, je pense pas. Donc ben voilà, c'est pareil pour moi. Donc il est là le problème. Il est temps d'en parler véritablement, d'avoir un vrai dialogue. Alors, justement, vous parlez de dialogue, j'aimerais entièrement ça. Donc, vous parlez du djihad, justement, le djihad, c'est un cheminement spirituel, hein, c'est une idéologie avant tout. Et donc, je pars de fait aujourd'hui, voilà, après la libération de Mossoul, on a encore des bandes armées qui sont présentes en Syrie. Notamment, je pense au groupe, c'est Tahrir al-Sham vers la province d'Idlib. Il y a encore des bandes armées qui sont présentes et qui affirment nous aimons la mort plus que vous aimez la vie et nous allons combattre et nous allons perpétuer ce combat. Moi, ce que je veux savoir justement, c'est aujourd'hui quelles sont les modalités, quelles sont les marges d'action d'États-nations comme la France pour lutter contre le djihadisme. Notamment, est-ce que ça passe vis-à-vis d'une politique intérieure, est-ce que ça passe par justement, comme vous mentionnez l'école, est-ce que ça passe par une sensibilisation à l'école, est-ce que ça passe dans la presse par des contre-récits pour ne pas faire comment dire, l'apologie des propos chocs, des chocs dès qu'un événement arrive, montrer des chiffres et un attentat en montre les chiffres et servir la cause des djihadistes. Est-ce que ça passe aussi par une politique extérieure, régler enfin le conflit israélo-palestinien, qui au fond cristallise toute cette colère, les fondements du djihadisme. Je veux juste savoir quel est votre avis là-dessus, quelles sont les modalités et la marge d'action des États aujourd'hui. Alors le conflit israélo-arabe, au sens plus large, oui, évidemment, ça reste un point de fixation, pas seulement d'ailleurs des djihadistes, ça reste un point de fixation, des ressentiments, des haines, et puis ça touche à beaucoup d'histoires, je parlais d'histoires croisées. Il y a tellement de choses qui sont enchevêtrées dans le conflit israélo-arabe, il y a tellement d'histoires différentes que ça paraît indépassable finalement. Mais enfin, ça va continuer évidemment de nourrir au premier plan le récit, la rhétorique djihadiste. Au niveau intérieur, écoutez, moi je crois beaucoup en l'éducation, ça peut paraître naïf, mais
Je pense que si, excusez-moi, certains regardez moins la télévision, ouvrez les livres d'histoire, s'il y avait certaines voix aussi qu'on entendait moins, qui ne sont pas forcément des voix qui vont vers l'apaisement, ça aiderait. D'ailleurs, bon, là, pour rebondir sur une deuxième question concernant les médias, je pense que les médias alimentent la polémique, les médias alimentent la peur de l'autre, les médias aiment et vivent de cela. Donc, je ne suis peut-être pas la bonne personne parce que je n'ai pas une bonne vision des médias. Personnellement, j'y interviens régulièrement, mais ce n'est pas pour autant que j'aime forcément la manière dont ils abordent l'événement, les choses. Je pense que ça participe dans bien des cas de cette polarisation dont j'ai parlé, de cette division en tout cas des esprits, de plus en plus marquée, caricaturale. Donc, alors attendez, il ne faut pas se leurrer, au niveau des bandes dont vous parlez, en fait, des derniers groupes djihadistes, il y aura une action militaire qui va se poursuivre, ça c'est évident, qui se poursuivra en coopération avec les gouvernements locaux, les forces locales. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas simplement le cas au Moyen-Orient. On n'a pas parlé du Sahel aujourd'hui, mais si on parlait du Sahel, il faut savoir par exemple que l'engagement français au Sahel, ça ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas l'engagement des Africains au premier plan, notamment de l'Union africaine, et la mobilisation au premier plan des forces locales. Ça ne va pas s'arrêter, parce que si vous voulez, après concrètement, il y a un risque militaire. Si vous me demandez, juste laissez-moi finir, si vous me demandez au niveau de moi ce que j'ai préconisé par rapport, en tout cas à la France, aux stratégies d'embrigadement qu'ils ont en France, dans notre société par rapport à ce travail spécifique, oui, je pense que ça passe par l'école, l'éducation, la sensibilisation. Excusez-moi, un rehaussement du débat, il faut sortir un peu là, de ce débat caniveau dans lequel on baigne, et je pense que je ne suis pas la seule à penser qu'on est quand même tombé un peu bas, là, qu'il faudrait peut-être remonter un peu le niveau, parce qu'en plus c'est une demande. Il faudrait peut-être arrêter de faire de la polémique en permanence, du buzz en permanence, et puis essayer d'avoir un vrai débat d'intérêt national, ce qui n'est pas le cas parce que aussi les débats fonctionnent au scandale, hein. Donc c'est scandale après scandale. Est-ce qu'on a le temps vraiment, est-ce qu'on se donne le temps d'un débat de ce type? Pas vraiment. Alors justement, vous parlez beaucoup de dialogue sur les mesures que vous proposez, c'est-à-dire sensibilisation à l'école, vrai dialogue au fond dans la presse. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus aussi des réformes structurelles? Je pense notamment au milieu carcéral. Comment ça se fait que les deux frères Kouachi aient pu rencontrer, il me semble, un représentant d'Al-Qaïda? Il me semble que c'est comme ça qu'ils se sont radicalisés. Est-ce qu'il n'y a pas une réforme structurelle à faire, rien qu'au niveau carcéral? Est-ce qu'au fond, les réformes de déradicalisation, les centres de déradicalisation que proposait M. Macron, qui ont finalement échoué? Est-ce qu'il n'y a pas une réforme structurelle aussi à faire là-dessus? Est-ce que vous parlez de vulnérabilité des jeunes musulmans aujourd'hui en France? Est-ce que cette vulnérabilité, elle n'est pas au fond le résultat des facteurs d'intégration qui ne marchent pas? Je veux dire, derrière le dialogue que vous prenez, ça dépend aussi des... Non, mais le problème avec ces affaires d'intégration, c'est que déjà on n'a pas de définition de l'intégration. Qu'est-ce que c'est que l'intégration? Par ailleurs, il faut quand même savoir que sur ce que j'ai dit par rapport aux djihadistes, vous savez, on n'est pas dans la tête des gens. Donc, par exemple, quand j'ai parlé de vulnérabilité, d'un djihadiste à l'autre, vous n'avez pas la même histoire. Moi, il m'a été impossible, par exemple, de juger. C'est une rencontre. Disons que le djihadisme, c'est une rencontre. Vous avez une personne, donc un militant qui va devenir djihadiste, qui va rencontrer ce discours dont j'ai parlé. Que ce soit un discours sur Internet ou qui va rencontrer, comme vous l'avez dit, un ancien membre du GIA en prison qui va lui dire voilà, le djihad, tu adhères au djihad, etc. Il est très difficile de savoir ce qui a contribué à quoi là, dans cette affaire. Parce qu'on est dans des processus très complexes. Par exemple, si vous me demandez dans quelle mesure Abdelmalik Petitjean, qui a donc assassiné le père Hamel, était-il radicalisé déjà avant son adhésion à l'État islamique? Est-ce qu'il avait déjà une part de radicalité en lui? Est-ce qu'il y pensait déjà? Est-ce que c'est en fait relativement neuf et dû à l'exposition au contenu de propagande? Quelle a été la temporalité de l'engagement du processus de radicalisation? Sincèrement, la réalité, c'est qu'il y a une part de mystère dans ces affaires-là, parce qu'on n'est pas dans leur intimité. On a des éléments, on peut apprécier, on peut juger ou essayer de déceler des probabilités, mais on n'aura jamais de réponse statique. Bon. Pour les prisons, oui, il y a un vrai problème en prison. La prison, ça reste le lieu d'engagement djihadiste par excellence.
beaucoup des djihadistes sont connus en prison, ont préparé les attentats en prison, ont préparé leur plan en prison. Et là, vous avez l'aspect générationnel parce qu'effectivement, il y a eu des pères ou des espèces de, ce qu'on pourrait qualifier de parrains du djihad qui ont agi en prison, qui ont radicalisé beaucoup de gens. Puis surtout, la différence avec la prison, c'est que entre un militant qui va se radicaliser sur Internet, Internet, c'est pas grand-chose, il va pas avoir le temps, il le prendra peut-être, mais il va lire certains contenus. La prison, ils sont en prison en cellule toute la journée. Là, ils ont le temps de lire. C'est pour ça que les intellectuels du djihad, dans la réalité, c'est que c'est des anciens prisonniers. Parce qu'ils ont des années pour lire et lire et lire. Vous sortez pas, vous sortez une heure, excusez-moi, la journée. Le reste du temps, vous lisez le Coran ou des publications. Donc vous devenez un intellectuel, quelque part. La personne qui rédigeait les contenus de propagande en français, c'était un ancien prisonnier qui s'est radicalisé, mais qui n'est pas seulement radicalisé, qui a acquis un savoir suffisant pour se légitimer comme figure de proue du djihadisme. Parce que ça, c'est quand même très important. Il faut savoir quand même que... Puis avec tout le charisme aussi que ça va générer chez les autres. Parce qu'imaginez, vous sortez, vous avez fait tant d'années de prison, vous êtes un symbole de ce que décrivent comme une oppression. Vous avez du savoir religieux acquis donc pendant l'incarcération. Vous êtes capable d'écrire, vous êtes devenu une figure, vous êtes une forme de leader charismatique. Donc là, il y a des vraies questions. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été annoncées, de réformes, etc. Moi, je pense concernant les prisons que tant qu'on n'a pas une prise en charge globalement différente des prisons, que ce soit les conditions matérielles, mais aussi les conditions d'évolution des détenus, le terreau, il est fertile, si vous voulez, il reste là, et propice. Donc ça supposerait vraiment une réforme, comme vous l'avez dit, structurelle. Mais je ne suis pas sûre qu'on en soit là, malheureusement. Une dernière question. La stratégie de communication de l'État islamique, combien sont ces personnes et quelle formation ils ont reçu? Est-ce que les gens qui sont au rayon international, quel est leur parcours, leur formation? Pardon, parce que j'ai pas entendu. Leur parcours, leur formation et leur profil en fait. Des rédacteurs? Oui, des gens qui sont responsables de la propagande. C'est des gens, comme je l'ai dit, hein, vous savez, vous pouvez défendre une idéologie radicale. Excusez-moi, hein, j'aime pas faire des comparaisons de ce type, mais les nazis, c'était pas pour avoir fait ce qu'ils ont fait, ils étaient machiavéliquement intelligents. On peut être un meurtrier, des pires espèces, et être très intelligent. Ils sont très formés. Regardez la qualité de la propagande audiovisuelle qu'ils ont réussi à produire en temps de guerre, alors qu'ils étaient bombardés, etc., ce qu'ils continuent à produire. Usage des dernières technologies, on voit qu'il y a quand même une formation à la production derrière. Idem pour les contenus de propagande. Attention, ils sont de qualité variable en fonction de qui les rédige. Mais enfin, ils ont quand même réussi à atteindre un niveau, on va dire, de professionnalisme qui était hors pair par rapport à tout ce qu'on avait connu avant. Avant, c'était essentiellement des contenus de basse qualité, très minoritaires, très marginaux, pardon. C'était vraiment, il fallait aller fouiller, y compris dans les années 2000, il fallait vraiment aller fouiller pour aller chercher, trouver des contenus djihadistes sur Internet. Aujourd'hui, c'est banalisé. Vous pouvez trouver encore en toute facilité, il y a une banalisation, c'est ça le danger. Quand il y a banalisation, vous touchez un public plus large, donc potentiellement vous allez attirer plus de gens. Mais d'ailleurs, pour revenir à ma comparaison, je reviens là-dessus, avec le totalitarisme. Le totalitarisme dans les années 30 en Europe, le nazisme, le fascisme et autres, c'est ça aussi. C'est une pensée minoritaire au départ qui va contaminer des sociétés entières pour à la fin finir avec des régimes totalitaires, avec des mouvements de masse qui adhèrent à un chef, c'est ce qu'on voit aussi avec celui d'État islamique, et qui suivent comme des moutons, quelque part, enfin qui deviennent aveuglés, et c'est ce qu'on a vu avec, en partie, c'est encore une fois les circonstances historiques ne sont pas les mêmes, mais c'est les mêmes processus. Et donc leurs équipes en fait sont très formées.
les djihadistes, vous savez, c'est pas... bon, il y a certains, attention, hein, je ne vais pas vous dire qu'ils sont tous, on a de tout. On a aussi des profils moins éduqués, on a des profils qui sont plus lambda, mais les élites, c'est des élites qui ont d'ailleurs souvent fait leurs études aux États-Unis, qui sont ingénieurs beaucoup, qui ont fait les meilleures écoles. Quand vous faites leur parcours, vous comprenez aussi pourquoi ils ont eu cette capacité, parce qu'ils nous connaissent très bien. Hein. Je veux dire que si vous prenez certains djihadistes qui ont, encore une fois, étudié au MIT, qui sont devenus ingénieurs, qui ont travaillé pour une grande compagnie américaine, etc., puis qui du jour au lendemain deviennent djihadistes, ça veut dire qu'ils deviennent... ils nous connaissent parfaitement. Il n'y a pas de souci. Hein. Ils savent très bien qui on est. Nos failles, ils les connaissent, ils les ont vécues sans doute aussi, avant. Donc c'est ce qui fait leur force, évidemment. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.